Bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être entendu un peu rire, sourire, mais on ne sait pas si tous ceux qui sont très très loin, puisque vous êtes 857 inscrits, on ne vous voit pas. On est un petit groupe ici à Paris, dans les locaux du faubourg j'en oublie même mon adresse, Saint-Martin, à Paris, au Pâte au beurre. Voilà, donc nous sommes tous ensemble maintenant pour commencer cette conférence qui est organisée donc par la Fédération des pâtes au beurre, par notre réseau des pâtes au beurre. C'est un réseau qui relie un certain nombre d'associations en France, au national, mais aussi en Belgique, et qui porte des accueils pâtes au beurre. Donc les pâtes au beurre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lieux d'écoute, ce sont des lieux où les parents peuvent venir, où des professionnels de la santé psychique, donc des psychologues, des psychomotriciens et des psychiatres accueillent les parents et les enfants. C'est un lieu où on vient prévenir les troubles psychiques, les troubles familiaux. Donc, on reçoit dans une cuisine, on a un peu sorti la question de la santé mentale de nos bureaux, on reçoit dans une cuisine et les parents peuvent venir aussi sans leurs enfants, ce qui change un petit peu les existants actuels, c'est-à-dire que beaucoup de parents demandent à pouvoir venir parler de leur enfant sans leur enfant dans un premier temps. Et puis, une deuxième chose qui est peut-être un petit peu nouveau par rapport aux espaces d'accueil habituels, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que les parents peuvent venir avec tous les enfants, quel que soit l'âge de leurs enfants. Donc on peut avoir tout à fait une famille qui vient avec un adolescent, un enfant de 5 ans, une maman qui est enceinte. Voilà, on n'a pas de limite. Donc, dans un premier temps, je vais quand même me permettre de remercier toutes les équipes des pâtes au beurre qui soutiennent cet événement, mais aussi toutes les municipalités qui accueillent nos pâtes au beurre dans leur région, et puis toutes les institutions aussi qui nous accompagnent pour remplir nos dossiers d'appel à projets, de demandes de subventions. Alors, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas des soutiens, en effet. Et nous avons des fondations fidèles qui nous accompagnent depuis longtemps. La Fondation de France, Maison Verte, LBPAM, Caritas, Mustela, l'Avenir en Rose, des donateurs comme les Camilleries, et puis Telos Impact. Donc merci à eux tous, merci aussi à nos donateurs. Et puis encore quelques remerciements à l'agence Coréis qui nous accompagne puisque nous sommes en pleine réflexion autour d'une mesure d'impact. Notre projet final, c'est de construire un observatoire de la parentalité. Et enfin, on a des associations et des fédérations amies. Donc merci Béatrice Bayot d'être présente, qui dirige l'école des parents au national. Et tous ensemble, on est un certain nombre de fédérations à avoir monté un collectif parentalité dans laquelle il y a en effet l'EPE, la CCEP, les apprentis d'Auteuil, la TTCAR Monde, l'UNIOPS, l'UNAF, la FFER, les centres sociaux, la FNAP, les familles rurales, je ne sais pas si j'en ai oublié, ADMR. Voilà, on essaye ensemble de réfléchir à ce que signifie accompagner les parents d'aujourd'hui, chacun avec nos spécialités, nos entrées, notre manière de pouvoir les accompagner. C'est des temps très enrichissants et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir dialoguer avec les institutions publiques et avec nos décideurs. Alors aujourd'hui, donc, on avait envie de vous parler de la santé mentale dans la famille. C'est la journée mondiale de la famille. Il y aurait quelques définitions, mais finalement, moi, je trouve que tout le monde s'y retrouve autour du fait que la santé mentale, ça correspond à notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Mais quand on parle de bien-être, on parle évidemment d'équilibre entre le physique et le psychique. Donc la santé mentale, c'est véritablement ce maintien d'un équilibre. C'est un équilibre qui, au fil de la vie, peut être mis à rude épreuve. Donc ce qui est très important, c'est naturellement qu'il y ait une certaine solidité dans la construction de la santé mentale. Alors elle repose sur des conditions, parce que quand on dit santé mentale,
on pense que ça appartient au monde médical, que c'est pas quelque chose que nous avons à partager. Or, la santé mentale, eh bien, c'est avant tout la qualité de nos relations. C'est comment on relationne les uns avec les autres, comment on entre en relation, comment on prend soin relationnellement les uns des autres, comment aussi on accorde du temps à nos relations. C'est peut-être un sujet dont on abordera dans les questionnements. Comment l'enfant, lui, qui arrive totalement dépendant, et bien sûr on ne va pas éviter ce sujet-là, l'arrivée de ce bébé humain, comment l'enfant, lui, va consentir à s'engager dans la vie. Et ça, c'est une expression de Françoise Dolto. Elle disait toujours, l'enfant doit consentir. C'est-à-dire qu'il est acteur de l'entrée dans la vie et dans l'entrée dans la vie relationnelle. Donc toute la question est, est-ce que le monde va être suffisamment désirable pour qu'il ait envie de s'y engager? Grande, grande question. Et puis, il y a aussi, est-ce que la société porte, soutient, accompagne les questions de la santé mentale? Il y a une dimension en effet conjoncturelle qu'il est quand même difficile d'éviter, parce que au final, parler de la santé mentale, c'est aussi parler de la vulnérabilité. Donc comment la société d'aujourd'hui porte les contextes de vulnérabilité, et il y aurait un certain nombre à développer. Nous, on va rester très engagés sur la question de la famille et bien sûr de la construction de la santé psychique. Alors, on s'est permis au niveau du réseau de relever quelques chiffres. On n'est pas toujours très attentif aux statistiques, mais il me semble qu'ils sont suffisamment parlants. Par exemple, un Français sur deux a été en souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. Donc tout ça, ce sont des baromètres, soit des baromètres ASIO, soit de la commission des 1000 jours. Donc ce sont toujours des études réalisées et contrôlées. Donc un Français sur deux qui se dit avoir souffert psychiquement au cours des 12 derniers mois. 73% des Français jugent que la santé mentale, c'est un sujet tabou, que c'est difficile d'en parler. Ils estiment que pour aller vers des consultations avec des professionnels de la santé psychique, il y a des obstacles financiers qui se posent. On pourrait en parler, je ne suis pas sûre que ce soit les seuls obstacles, mais en tous les cas, c'est des choses qui sont ressorties dans les différentes statistiques. Sur les enfants, 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale. Et en 2022, un enfant sur deux ne bénéficiait pas des soins psychiques dont il avait besoin. On sait aujourd'hui, et ça fait déjà un petit moment, puisque la naissance d'Hépatobeur, ça date de 1999, et quand j'ai fondé l'Hépatobeur, donc déjà à l'époque, la question du temps était une question centrale. 43% des parents disent que c'est difficile d'éduquer leur enfant, familiaux, avec des parents qui doutent, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas où aller. Et donc c'est cette question-là qui me semble nécessaire d'accompagner et qui nous semble nécessaire. Je peux tout à fait englober l'ensemble des professionnels et des institutions professionnelles de l'enfance et de la famille et qui se préoccupent justement des liens familiaux. Alors pour aborder la question de la santé mentale, eh ben, j'ai pris appui sur Winnicott, parce que bon, qui ne prend pas appui sur Winnicott aujourd'hui, puisque, je vais le plagier un petit peu, à ses yeux, on pourrait dire qu'une personne qui est en bonne santé mentale est une personne qui est capable d'habiter son corps, de penser de façon autonome et de vivre de manière créative. Alors ces trois entrées, on va un peu aller y voir de plus près et je trouve qu'on pourrait y trouver des éléments de compréhension autour de la santé mentale, santé relationnelle, santé de nos liens. Pour ceux qui le savent, il y a quelques années, j'ai fait un rapport au ministère de la Culture en parlant de santé culturelle et c'est tout à fait volontairement qu'une soignante comme moi ait voulu m'adresser pour parler de santé et de santé mentale, non pas au ministère de la Santé, mais au ministère de la Culture,
justement pour rappeler que la question, elle était avant tout culturelle, et je m'en suis expliqué dès le début de mon rapport, et ça correspond complètement à cette phrase winnicottienne d'habiter son corps, puisque ça parle de qui nous sommes, nous les humains. Et je pense que si on veut comprendre un tout petit peu la question de la santé mentale, il faut qu'on fasse ce petit détour vers une compréhension de qui nous sommes, qu'on accepte de faire une pause et de se dire, ce bébé humain, qui est-il? Comment arrive-t-il au monde? De quoi a-t-il besoin? Qui peut répondre à ses besoins et comment on peut répondre à ses besoins? Eh bien, le bébé humain, il n'est totalement dépendant. Donc, les scientifiques nous appellent des petits néothènes. Notre condition native est néothénique, c'est-à-dire que nous naissons totalement dépendants. Et le grand paradoxe, c'est que pour obtenir une autonomie, pour devenir indépendant, pour faire ce processus du grandir, ou ce processus qui est une croissance, ce processus qui est un processus d'humanisation, eh bien, il va falloir passer par un autre que soi-même. Donc, l'identité de l'humain, notre identité première, elle est relationnelle. Et le soin à apporter au bébé humain, c'est avant tout le soin à la manière dont il va pouvoir rentrer en relation, consentir, restons auprès de Dolto, consentir à entrer en relation. Donc vous voyez la tension dans laquelle ça nous met, et ça met en effet les parents, de se dire que ce bébé, il va falloir qu'il soit très dépendant pour devenir tout à fait autonome, et que le grand défi de la relation au bébé, et la relation et les relations en général, mais la relation familiale le vit de plein fouet, c'est en effet de permettre qu'un écart se crée dans un face-à-face avec son parent, s'engager dans une relation de langage. Donc cette tension, on peut tout à fait la relier à ce que disent les parents. Ils viennent témoigner en effet de cette difficulté à pouvoir entrer dans leur propre parentalité. Donc les parents, ils rencontrent un bébé vulnérable, mais ce qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est qu'eux-mêmes sont vulnérabilisés dans leur statut de parent. Parce que quand on devient parent, c'est un bouleversement, c'est une transformation profonde. Donc quand on devient parent, on est bouleversé, c'est-à-dire que ça ne sera plus jamais pareil. Et il y a un très bel auteur qui en parle magnifiquement, qui est Marion Collard, Muller-Collard. Son livre s'appelle « L'intranquillité ». Je vous le recommande, tout petit livre, pas trop long à lire. Et Muriel Marion Collard, quand elle devient maman, ses amis lui disent « Alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Ça te manque pas trop? Les sorties entre copines, etc. » Elle dit « Pas du tout. Non, pas aller au cinéma, ça ne me gêne pas. Mal dormir, ça ne me gêne pas. » Les copines trouvent qu'elle en fait peut-être un peu trop, c'est presque louche, cette manière de parler de sa maternité. Et elle ajoute, ce que j'avais du mal à dire, c'est que je suis dorénavant dans ce monde de l'intranquillité. Et ce qui me manque, c'est ma tranquillité. Elle est rentrée dans le monde du doute, dans le monde de la peur, dans le monde de la question, dans le monde de l'hésitation, et que oui, ça, c'est un bouleversement, et que ça fait vaciller. Et qu'on ne peut pas devenir parent sans être accompagné par d'autres que soi-même, qui peut prendre à sa charge ces moments de vacillement. Moi, j'ai beaucoup écrit sur les vacillements maternels, mais j'ai trouvé que le concept d'intranquillité était absolument magnifique et qui pouvait nous parler à tous et qui peut aussi parler au père, bien sûr. Donc, c'est ce que nous accompagnons, c'est ces vacillements. Ils sont inattendus, on ne peut pas savoir qui va vaciller, qui ne va pas vaciller, le temps du vacillement, on n'en sait rien. Ça fait partie de la vie psychique, relationnelle, affective, émotionnelle. Donc,
c'est ce parent-là, fragilisé, qui va chercher à retomber sur ses pieds, à garder sa verticalité, qui va accueillir ce petit homme qui, lui aussi, eh bien, va chercher sa voix, va chercher le regard, va chercher à comprendre le monde, à lui donner du sens, à le décrypter. Donc c'est un sacré pari, c'est un sacré défi. Et le défi de la rencontre, c'est que ce bébé humain, évidemment, il ne va pas vous dire « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Il va rentrer en relation et en communication corporellement et sensoriellement. C'est par ses sens qu'il communique. Alors déjà, sa vie prénatale l'avait préparé à ça, hein, qu'à partir du moment où en intra-utérin, il a commencé à avoir une maturité des canaux sensoriels, sa vie est évidemment beaucoup plus riche puisqu'il vibre avec la vie de sa mère et dans sa chambre utérine. En effet, petit à petit, il s'ouvre à la rencontre. Alors, il y a beaucoup de psychanalystes qui se sont lancés dans une analyse de la vie intra-utérine et qui vont fantasmer un certain nombre de pensées autour de ce bébé en intra-utérin. Mais qu'importe finalement la véracité de ces propos, puisque c'est le parler qui est intéressant dans cette histoire-là. On le parle alors qu'il n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'on lui fait son nid. On le prépare à s'engager dans ce monde des humains, ce monde qui parle, ce monde qui raconte, ce monde qui dit des histoires. Et d'ailleurs, pendant la grossesse, les mots qui sont donnés et les mots qui accompagnent la grossesse jouent un rôle très important. Et nous le savons, nous les professionnels de l'enfance et de la famille, nous savons bien que quand on parle à une femme enceinte, c'est précieux, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des mots qui restent, parce qu'en effet, on est en train de nommer un être en construction. Et parfois, les mamans nous racontent en consultation des choses qui leur ont été dites pendant la grossesse et qui sont restées un petit peu comme une trace, parfois une trace qui leur a fait mal. Le rapport à ce bébé qui n'est pas encore né, et bien sûr, occupe une place dans la relation que la mère et le père, les parents, le couple, la famille vont avoir avec ce bébé qui va arriver. Et pour encore rendre un tout petit peu plus difficile l'arrivée du bébé, c'est qu'il est toujours un inconnu, c'est toujours un étranger. Il va toujours falloir qu'il y ait ce mouvement d'adoption. Celui qui arrive est un inconnu, puisqu'il a été imaginé. Vous savez bien que le bébé imaginaire, c'est un bébé plutôt sympa. Voilà, on ne va pas non plus le peindre autrement. Il est plutôt agréable et sympathique. Et puis, il y a le bébé de la réalité qui arrive. Il est autre, il est différent. On ne s'attendait pas à ça. On ne le voyait pas comme ça. Il y a tous ces moments où on reparle là du vacillement, hein, ce moment de l'arrivée. Donc, la question de l'adoption du bébé que l'on vient de mettre au monde, elle est très importante. Et parfois, vous pouvez voir des histoires de naissance où, en effet, l'adoption n'est pas immédiate, mais ça ne dit rien du futur. C'est juste que c'est un moment à accompagner. Ce moment où les parents ne veulent pas trop le toucher, lui faire la toilette, non, je ne préfère pas. Comment il y a ces deux vulnérabilités qui se rencontrent, préfèrent être accompagnés. Hein, on peut faire de l'étayage, comme on dit, pour pouvoir passer ce moment. Donc la question de la naissance, c'est aussi l'accueil, c'est aussi l'hospitalité, c'est développer ses capacités hospitalières. Le parent développe ses capacités hospitalières. L'hospitalité, c'est pouvoir accueillir celui qu'on n'attend pas, l'inattendu, l'étranger, l'étrange, l'étrangeté. Voilà. C'est ça les capacités hospitalières. Hein. Alors, c'est ce qu'il y a aussi à apporter, à accompagner. Donc on voit dans ce moment de bouleversement, de vacillement, d'intranquillité, eh bien, ça parle de la santé mentale. Ce n'est pas quelque chose de complètement abstrait, la santé mentale. Ça, c'est de la santé mentale. C'est la mise en place de ces relations, c'est comment ces relations vont s'épaissir, vont donner du sens à l'histoire qui est en train de se construire.
Et ensemble, pour apprendre à se connaître, parents et enfants vont vivre un rythme, des répétitions, les gestes se répètent, les moments se répètent, et ça permet en effet à chacun de se reconnaître. Petit à petit, et c'est toujours très touchant de voir comment les parents peuvent très tôt qualifier leur bébé dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Non, il n'aime pas le noir, il n'aime pas être dans le noir, il préfère que je lui mette de la lumière. Ah non, il n'aime pas quand il y a du vent, etc. Très rapidement, certains parents sont déjà en train de repérer ce qui fait l'atmosphère sensorielle et affective qui permet à l'enfant de se sentir bien. Là, on voit qu'il y a une bonne reliance, un bon dialogue, et qu'en effet, on est en train de mettre les fondations d'une bonne santé relationnelle, d'une bonne santé mentale, qui va permettre à ce bébé de dialoguer en sécurité avec son parent. Et ça, c'est évidemment une préparation au langage. C'est-à-dire que le bébé, on n'apprend pas à parler à un bébé. Le bébé, il fait des expériences sensorielles, émotionnelles, affectives, motrices, qui vont lui permettre de s'engager dans les mots. Il va, à un moment, avoir en effet, enfin pas à un moment, il va entrer dans le désir de prononcer des mots. Donc on voit comment dans la santé mentale, la question de la place de l'autre, de la construction relationnelle, donc mentale, est au cœur de la vie. Parce que là, ce bébé-là, qui est en train de faire des expériences premières, cette maman-là, ou ce papa-là, ces parents-là, cette famille élargie-là, ils sont en train de se nourrir les uns les autres. Le bébé, lui, va construire un amour de lui-même, un narcissisme primaire. Il va petit à petit se sentir en sécurité, construire une sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'il va construire la vie du dedans, celle qu'on ne voit pas. Il va tout doucement donner et recevoir sans se sentir menacé, attaqué. Ça fait partie de la santé relationnelle, de la santé mentale. Certains d'entre nous ont le sentiment qu'on les regarde toujours de travers, qu'on ne les reconnaît pas dans ce qu'ils valent. Vous voyez, ces pointes un peu comme ça d'interprétation de ce qu'est en train de penser l'autre ou faire l'autre. Donc c'est très important de savoir donner et recevoir en sécurité, en équilibre, de sentir qu'on a de la valeur, d'éprouver sa dignité au plus profond de soi-même, parce qu'on a tout de suite été reconnu avec une valeur forte. On a toujours été pris comme un être ayant de la valeur et donc reconnu comme un acteur de la relation. La santé mentale, elle se construit exactement là. Elle se construit dans l'ajustement de l'écart. Comment je fais pour être à la juste distance? Et ça, ce n'est pas une question qui est réservée aux parents et aux enfants. Donc quand on parle de la santé mentale de la famille, on peut l'élargir. Comment je suis dans la juste distance? Ni trop près, ni trop loin. Bien en lien. Comment je fais pour ne pas disparaître soudainement, mais savoir m'absenter tranquillement? C'est ça qui va fonder la vie d'un bébé. Alors il va avoir besoin en effet d'un parent présent, d'un adulte présent. Il va avoir besoin d'un adulte qui va interpréter pour lui le monde qui l'entoure, pour que petit à petit, lui, se mette à interpréter le monde qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il ne soit pas livré à ses émois, tout seul, avec son corps, qui ressent soudainement des choses qui le dépassent. Il y a toujours cette fonction-là de celui qui dit « Oui, tu as entendu ? Il y avait du bruit, il y avait du vent. » Vous voyez ces voix parentales comme ça, qui sont toujours un petit peu plus perchées et qui viennent envelopper l'enfant, qui l'enveloppent et qui lui permettent de supporter ce qui est en train de se passer. Parce que oui, évidemment, tout ce qui se passe autour de lui peut tout à fait le brutaliser, même dans son être immature. Donc ça fait partie des fonctions auxquelles peut-être on n'a pas pensé quand on allait être parent.
Et puis, ce bébé, il a besoin sans cesse d'être encouragé et autorisé. C'est très facile à dire comme ça, hein. Sauf que, et c'est ce que nous dit quand même l'intranquillité de Muriel, Madame Collard, c'est bah oui, mais j'ai quand même un petit peu peur pour lui. Donc, qu'est-ce que je lui laisse faire? Jusqu'où je le laisse être acteur de ses mouvements et jusqu'où je le lâche pour qu'il puisse expérimenter? Et comment j'accepte qu'il expérimente sans moi? Il n'a déjà plus besoin de moi? Il veut déjà aller se mettre à quatre pattes et s'éloigner de moi, de mon corps? Il veut déjà plus mon corps? Combien de parents, et comme il y a quelques professionnels de l'enfance en face de moi, combien de parents interprètent les mouvements de leur enfant comme ça? Il n'aime pas mon lait. Il me regarde de travers. Quand je parle, j'ai l'impression qu'il n'aime pas. Vous voyez, donc, ces interprétations soudaines parentales qui montrent la fragilité, le doute dans la relation et qui doit être accompagné. À ce moment-là, qui peut être repris par un professionnel et qui va soutenir quand on voit que la relation est fragilisée. Donc, encourager et autoriser l'enfant dans ces initiatives, oui, ça demande aux parents et aux adultes qui l'entourent d'accepter qu'il ait des initiatives, qu'il les prenne de lui-même, qu'il ait envie de se déplacer, de rire, de crier, faire du bruit, bouger. Là encore, rien de très extraordinaire, mais est-ce que les enfants ont le droit de bouger comme ils veulent, crier comme ils veulent, faire du bruit, découvrir, toucher à tout? Ils touchent à tout, c'est pas très, très bienvenu. Donc comment est-ce qu'on autorise cet enfant à faire ces expériences fondamentales de la vie qui ne sont pas de simples gestes, mais qui sont en train de construire sa vie intérieure et les besoins fondamentaux qu'il va avoir pour grandir. Donc comment on va aussi l'autoriser, donc l'encourager et contenir, parce que tout n'est pas possible, bien sûr. Donc cette fonction contenante, c'est une fonction que les parents interrogent beaucoup, parce que quand on la tire un peu, la fonction contenante, on va avoir la question de l'autorité qui arrive. C'est très vite, ça se déplace sur quelque chose de l'ordre de la socialisation de l'enfant. Comment est-ce que je l'autorise? Il ne m'écoute pas, il fait n'importe quoi. Ça arrive dès 2 ans. Nous, on a beaucoup de parents qui viennent parce que des enfants très jeunes semblent leur échapper. Et les parents ne s'attendaient pas à ce que leur enfant leur échappe. Qui plus est, la psychologie étant passée par là, les parents savent nous dire, mais on m'a dit qu'à 2 ans, ils comprenaient. Donc je lui ai déjà dit non 2 fois. Normalement, voilà, c'est compris, la règle, elle est assez simple. Voilà. Et comme on est un peu une génération où on clique, vous savez, là, on ne sait pas où cliquer sur l'enfant pour qu'il arrête de faire n'importe quoi. On a un rapport à la frustration. On parle beaucoup de nos enfants qui ont un rapport à la frustration compliqué. On a un rapport à la frustration très compliqué, nous les adultes. On a une intolérance au mouvement des enfants. Et on est en difficulté avec l'enfance de nos enfants. Donc quand on parle de la santé mentale, ça veut dire qu'on est capable et on a le courage d'aborder comment on accepte l'enfance de nos enfants dans la société d'aujourd'hui. Et comment on accueille les moments de bouleversement, de vacillement, d'intranquillité dans la société d'aujourd'hui. Donc on revient toujours à cette dimension conjoncturelle aussi de l'accueil de la vulnérabilité, que je crois qu'on ne peut pas perdre de vue quand on fait ce travail-là. Et puis savoir écouter. Alors savoir écouter, c'est difficile parce que l'écoute demande quand même un peu de silence, un peu d'accordage, un peu de pause. Mais on ne sait pas trop se poser, écouter, regarder. L'observation, autrefois, on nous formait, nous les psys, à l'observation des tout-petits, à l'observation de la relation. Il y avait un certain nombre de professionnels, je pense au professeur Lebovici, qui étaient très centrés sur l'observation des liens familiaux. Et on devait décrypter un schème relationnel comme ça pour essayer de comprendre ce qui s'y jouait dans le détail
pour comprendre en effet de quoi il était question dans la relation à l'enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à mettre en place parce que nos vies ne le permettent pas, ne le permettent plus. Et c'est des choses que l'on va ressentir aussi quand les adolescents, quand les enfants deviennent des adolescents, ce rapport au corps, ce corps qui leur échappe, ces adolescents qui voient leur statut changer, qui vont devoir subir leur corps, qui vont devoir subir leur apparence qui se transforme. Et comment le jeune fait de sa peau presque un outil d'expérimentation de soi, d'expérimentation, mais aussi d'exploration et de recherche identitaire. On ne va pas beaucoup parler des adolescents, mais c'est quand même important de faire un petit détour vers ce qu'eux peuvent ressentir à travers ce corps, c'est-à-dire ce corps qui leur échappe, ces tentatives d'appropriation du corps et de l'image de soi, peut-être avec des tatouages, peut-être avec des coiffures particulières, des vêtements particuliers, et comment ils peuvent s'engager parfois dans des comportements à risque qui viennent parler de ces vacillements. Et là encore, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est difficile, et je pense qu'on peut tous, 2 minutes, le reconnaître, c'est difficile de penser quand on est préoccupé par sa propre apparence qui vient attaquer l'estime de soi. Il suffit d'un bouton le matin quand on se lève, déjà, c'est pas terrible. Ou quand on a mauvaise mine, ou quand on a l'impression qu'on ressemble à rien. Immédiatement, ça a des effets sur notre disponibilité psychique, sur notre capacité à penser, sur la manière dont on peut libérer de l'espace pour un autre que soi-même. Donc vous voyez, la santé mentale, elle est dans tous ces petits espaces dont on ne parle pas beaucoup et on n'a pas envie de beaucoup parler. La santé mentale, ce n'est pas simplement la pathologie mentale. Santé mentale, je reviens sur la santé relationnelle et tout ce qu'elle engage, tout ce qu'elle induit. Donc penser, puisque c'est la deuxième proposition, c'est habiter son corps et puis penser de façon autonome. Ben oui, le bébé, il se met à penser. Parce que oui, le bébé, quand il rentre en relation avec le corps de son parent et qu'il ressent et qu'il éprouve et qu'il est traversé par les rencontres, oui, il se met à faire des expériences de pensée petit à petit. Il réalise, il comprend ce qui se passe autour de lui. Regardez un bébé jouer avec des matières, avec un objet, quand il commence à être capable de toucher, de prendre, il peut passer un temps immensément long avec une ficelle, avec une poussière. Il peut attraper une miette, comme ça, et puis la regarder, la lâcher, la chercher, il ne la trouve plus. Il délibère. Il délibère avec lui-même. Il essaye de comprendre qui il est par rapport à la miette. Elle est plus petite, elle est plus grande, il peut l'écraser, il peut la toucher, il peut l'attraper, il peut la jeter. Voilà. C'est ça, penser. Il faut du temps. Il faut quand même d'abord le laisser attraper la miette. Déjà, c'est-à-dire qu'il est par terre et qu'il est au sol et qu'il attrape un peu ce qu'il a envie. Vous voyez, l'initiative du tout petit. Le laisser avoir des initiatives. Et comme le bébé humain a une longue enfance, n'est pas autonome du jour au lendemain, il va habiter son quotidien d'objets. Alors il y a un objet qu'on connaît tous parce qu'on parle beaucoup de l'objet transitionnel, qui est un objet intéressant, c'est le premier objet culturel finalement de l'enfant. Parce que l'objet transitionnel, vous savez, c'est cet objet qu'un jour le bébé va choisir d'investir. C'est un non-moi, c'est pas lui, mais c'est un objet qui permet la transition. Et il attend d'être créé, l'objet. Il est là. Il n'a pas créé l'objet. Il existe avant. Mais il va l'investir. Et c'est ça qui fait qu'il le crée, qu'il le trouve. C'est pour ça qu'on dit que l'objet créé, il est toujours là. Mais il a été investi. Et l'objet transitionnel, on n'en fait pas le deuil. Un jour, on n'en a plus besoin. Tout simplement. Tous les enfants n'ont pas d'objet transitionnel, mais tous les enfants occupent des espaces transitionnels, des espaces qui leur permettent de grandir.
parce que d'abord, ce n'est pas l'objet qui est transitionnel, hein, c'est bien l'utilisation qu'on en fait. Comment on utilise les espaces, nous aussi. Comment est-ce que l'enfant utilise l'espace pour grandir. Et c'est toute cette période, la période où, en effet, il commence à penser de façon autonome, où il rentre dans des jeux symboliques absolument passionnants. Je pense que c'est la période de l'enfance, évidemment, peut-être qui peut être le plus émouvante, dans la manière dont l'enfant va construire sa vie interne, sa vie mentale, en jouant, mais dans les jeux libres, les jeux qu'il va initier, et qui va faire qu'il va de lui-même construire l'écart dont il a besoin pour grandir. Les jeux, vous savez, jeter, ramasser, hein, ce jeu que les enfants font, ils jettent et vous allez ramasser, ils jettent, vous allez ramasser. Comment ce jeu lui permet de réaliser que quand vous lui ramenez l'objet, finalement vous êtes la même personne que quand vous êtes éloigné, et que cette découverte est extrêmement importante parce que si vous êtes loin, vous restez le même, donc du coup on peut se séparer sans craindre de se perdre puisque vous êtes toujours là. Et puis après il va faire les jeux de cacher-coucou où il essaye de vous garder à l'intérieur de lui en vous perdant de vue, c'est-à-dire vous rendre présent à l'intérieur, dedans, de vous représenter. Et puis quand il est très grand, il joue à cache-cache. C'est-à-dire que là, quand on est très grand, l'autre peut disparaître tout un temps, il peut aller se cacher, je sais qu'il n'a pas disparu, je sais qu'il est toujours là quelque part, et je joue aux retrouvailles. Ça, c'est la représentation interne qu'on appelle dans notre jargon la permanence de l'objet, mais qui est absolument essentielle. Parce que si on pense que quand on perd l'autre de vue, il a disparu, il est mort, c'est impossible de se séparer. Et la question de la séparation, elle est évidemment essentielle sur notre capacité à nous représenter l'autre qui n'est plus là. Et nous voyons naturellement beaucoup de parents, et c'est certainement une des plus grosses problématiques de la parentalité, c'est la question de la séparation, qui se joue à tous les âges de la vie. Et qui est majeur. Et quand on n'arrive pas à se séparer, les ados vous le disent parfaitement bien, ils vous disent « je m'arrache, tu me saoules, je m'arrache ». Quand on ne peut pas se séparer, on s'arrache. C'est aussi la grande crainte pour nous dans les situations familiales, quand les enfants n'ont pas construit des ressources psychiques internes suffisantes pour pouvoir engager une discussion et dire qui ils sont et dire leurs besoins et qu'ils vont être dans le passage à l'acte, parce que si on n'a pas les mots pour dire, pour parler, non seulement on s'arrache, mais en plus on passe à l'acte. Donc c'est un des risques majeurs quand nos enfants ne peuvent pas construire une vie interne de qualité. Et sûrement celui qui en avait beaucoup parlé, mais qui a été assez critiqué parce que c'était assez provocateur, c'est Maurice Berger quand il a sorti son livre « Voulons-nous des enfants barbares ?» Voulons-nous des enfants barbares? Maurice Berger abordait la question des adolescents violents et il racontait comment les carences de soins et les troubles relationnels précoces les avaient empêchés en effet de se construire dedans. Donc vous aviez l'impression d'être face à un grand, mais en fait vous étiez face à un grand totalement atrophié dans sa vie psychique, sans aucune ressource, et sa seule capacité à dire les choses, c'était de l'expulser dans la violence. Et en effet, ça avait été assez violent comme titre, hein, ça avait beaucoup heurté, mais il nous parlait là précisément de la santé mentale de nos adolescents, de nos enfants, et quel parcours ils avaient eu, où est-ce que ça avait échoué pour que justement ils n'aient pas la possibilité de grandir en humanité, de s'humaniser suffisamment, de s'engager dans le langage et d'avoir les mots pour se dire. La question du langage, je pense, est une question que nous pourrions aborder. Elle est extrêmement importante de soutenir les enfants pour qu'ils puissent construire une narrativité de qualité, pour qu'ils puissent se dire et pour qu'ils puissent se parler. Parce que les enfants, quand ils
vous l'entendez, hein, quand il n'arrive pas à mettre de récit, bon, ce n'est pas que les enfants, on peut devenir un adulte avec toute cette fragilité psychique, sans parler non plus de maladie mentale, mais vous entendez bien que si on reprend l'image du bébé humain qui naît totalement dépendant, donc sans cette condition native, vous entendez bien qu'il va devoir passer par la relation à l'autre, donc il va devoir passer dans un engagement affectif à l'autre. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un état névrotique. Il va se mettre à aimer à égal de la manière dont on l'aime. Donc, on lâche notre condition néoténique, mais on rentre dans une dimension névrotique. C'est ça qui est difficile dans la vie, c'est cet état névrotique. C'est cette manière dont on rentre dans une relation affective. Donc là, quand Winnicott nous parle de la capacité de penser de manière autonome, bien entendu, il nous invite à faire en sorte que nos enfants puissent avoir des ressources internes, puissent penser, délibérer, avoir un esprit critique et avoir une liberté de penser. Il nous engage sur ce cheminement. Il nous invite. Et il nous invite à ce qu'ils puissent vivre de façon créative, c'est-à-dire qu'ils puissent être acteurs de leur croissance. Et ça, c'est un immense sujet pour les enfants d'aujourd'hui, parce qu'il faut qu'ils pensent que l'environnement dans lequel ils sont, il faut que la vie vaut la peine d'être vécue. Il faut qu'il y ait du désirable pour avoir envie d'avancer, pour avoir envie de se construire. Et en effet, on entend beaucoup de témoignages de professionnels de l'enfance et de la famille qui nous disent qu'ils observent que nos très jeunes adolescents sont à peine d'avoir du désir de vivre, qu'ils ne savent plus trop où ils en sont. Et qu'il y a quelque chose en effet dans leur construction interne qui n'est pas dans cette étape de vivre de façon créative, d'avoir un désir d'existence, de pouvoir se projeter, de pouvoir être acteur de sa vie et de lui donner du sens. Mais ça ne commence pas quand on est adulte d'être acteur de sa vie. Ça commence très précocement. Et moi j'ai relevé des propos vraiment tout à fait parlant pour nous dans ces questions de santé mentale, même s'ils ne s'engagent pas de cette façon-là, sur le rôle de l'école pour nos jeunes. Et c'est un échange entre le philosophe Abdenour Bidar et le pédagogue Philippe Mérieux, qui parle beaucoup des besoins des très jeunes à l'école. Alors, ils n'en parlent pas pour les tout petits, mais on pourra faire un petit exercice on peut passer du monde des adolescents au monde des tout petits, parce que, en effet, la question des programmes scolaires qui a tendance à vouloir normer les acquis, finalement, empêche cette créativité de l'enfant. Je peux donner un exemple très simple pour les tout petits. S'il y a des psychologues dans la salle, et ils pourront peut-être en témoigner, il n'est pas rare qu'on reçoive un enfant en consultation parce qu'il ne fait pas un beau bonhomme. Donc un beau bonhomme, voilà, le beau bonhomme, vous imaginez bien que c'est celui qui a les yeux où il faut, la tête comme il faut, les jambes comme il faut et les bras comme il faut. C'est-à-dire que d'emblée, à 3 ans, l'enfant, à l'entrée à l'école maternelle, il n'est pas dans une expression libre, il ne vient pas d'abord nous raconter son bonhomme, il faut qu'il fasse le bonhomme, celui que l'on attend. Donc très vite, il est enfermé dans « voilà ce qu'on attend, donc ce que tu dois réaliser, c'est ça, et pas autre chose ». Donc ça signifie à l'enfant qu'on l'attend dans un lieu bien particulier, avec une aptitude créative qui est déjà décidée pour lui. C'est un message fort, hein, et ça pose la question, justement, de quel espace pour sa propre créativité, pour un peu de sérendipité, on pourrait dire, hein, comment on arrive au beau bonhomme, parce qu'il y arrivera au beau bonhomme, ne vous inquiétez pas, hein, il va mettre les yeux où il faut un jour ou l'autre, hein, pas de panique. Mais comment est-ce qu'on en arrive à
à l'accompagner dans justement cette créativité et cette liberté. Alors, le philosophe Abdenour Bidar et le pédagogue Philippe Mérieux disent ce qui doit éclairer en permanence le travail scolaire associé à l'entrée dans la parole et à l'entrée dans l'écrit, c'est l'entrée dans les œuvres. On ne se relie pas aux autres humains, en effet, par des connaissances purement techniques ou des savoirs présentés à tort comme des essences éternelles et immuables. Cela peut peut-être nous faire progresser sur le plan de la fonctionnalité. Et il ajoute, tu en as dénoncé l'hypertrophie puisqu'il se parle, mais cela ne nous associe pas le moins du monde à l'histoire des humains pour leur émancipation. Participer à cette histoire, c'est rencontrer les êtres et les œuvres qui y ont contribué, c'est cheminer avec eux, c'est dialoguer avec eux. Et dans leur dialogue, les deux auteurs là, aspirent à ce que l'éducation nationale renonce à une certaine forme d'encyclopédisme pour s'attacher à des œuvres complètes. Pour eux, ça serait, pour notre système scolaire, un progrès salutaire. Eux nous disent, mais il y a des œuvres d'art dans toutes les disciplines, il y en a en philosophie, en littérature, donc il y a des ressources partout. Et donc là, ils sont très critiques sur les programmations de compétences reproductibles. C'est-à-dire qu'on demande à nos enfants de reproduire, pas de créer. Donc ils nous invitent beaucoup plus à imaginer une éducation, là on parle de l'éducation nationale, pour que chaque élève puisse être sollicité pour présenter son propre chef-d'œuvre. Et ça, c'est intéressant, la question de son propre chef-d'œuvre qui prendrait appui sur des connaissances solides, bien sûr, exposées dans une réalisation personnelle ou collective. C'est-à-dire qu'ils nous invitent à ce qu'ils appellent la pédagogie du chef-d'œuvre, qui serait intéressante et très symbolique. C'est-à-dire c'est une manière de dire au jeune, à l'enfant, je n'essaye pas de t'attendre à un endroit, je t'ai donné des connaissances, sois créatif et propose-moi ton propre cheminement et ton propre chef-d'œuvre. Et ça, c'est une dimension que l'on pourrait retrouver à tous les âges de la vie, en effet, quand on accompagne les enfants. Donc vous voyez que des termes vivent de façon créative, là encore, on pourrait se dire, bah oui, vivent de façon créative, ils ont de l'espace pour créer. Bien au final, on s'aperçoit que pas tant que ça, et que à la fois grandir et construire sa vie interne, donc construire sa santé mentale, donc sa santé relationnelle, que j'appelle aussi la santé culturelle parce que c'est la santé de nos liens, ça demande en effet beaucoup de disponibilité de la part des adultes pour accompagner ces temps de vulnérabilité que vivent les enfants, mais qu'ils vivent avec leurs parents. Et parler de santé mentale de la famille, c'est bien parler de ce monde immense du grandir en famille, dans des liens sains, et on pourrait le résumer comme ça. En tous les cas, j'ai tenté un résumé comme ça. Le bébé et le parent, ou l'enfant et le parent, ils doivent apprendre à créer de l'écart, sans se perdre, apprivoiser subtilement de la distance, arriver à couper mais ne pas disparaître. Ils doivent pouvoir se différencier. Lui et moi, ce n'est pas le même. Difficile d'imaginer que son enfant est différent. Difficile d'imaginer qu'il va avoir des désirs différents. Que très tôt, les enfants d'aujourd'hui demandent à leurs parents de s'habiller autrement que la manière dont ils ont choisi. Et on peut voir des scènes familiales et on peut nous rapporter des scènes familiales autour du lever ou du coucher, sur la façon dont l'enfant veut être habillé, la manière dont il veut aller se laver, sur des choses de cet ordre-là. Et on a le sentiment que les enfants d'aujourd'hui, est-ce que c'est parce que justement on norme beaucoup, sont sans cesse en train de vouloir échapper? C'est une question. Sans cesse. Pour leur santé mentale. Quelque part, il faut qu'ils échappent. Ou à d'autres moments, quelque part, il faut qu'ils nous attirent dans l'écoute, parce qu'on n'est pas disponible.
parce qu'on change de sujet d'attention toutes les 2-3 minutes, même pas, je crois que c'est beaucoup plus rapide que ça, parce qu'on est toujours sur nos écrans. Alors la santé mentale et les écrans, évidemment, vous allez me dire, oui. Ce que je trouve intéressant sur la question des écrans, et j'ai un petit peu écrit là-dessus, je ne suis pas une chercheuse, donc je ne vais pas donner des choses de cet ordre-là. On a dans nos équipes des chercheuses qui travaillent sur les écrans. Moi, je suis plus du côté des relations familiales et de la santé des relations familiales, la santé des liens. Ce que je vois, c'est que l'écran n'est pas un parent comme les autres. L'écran, il veut tout le temps être là. Il veut monopoliser l'enfant. Il veut garder l'enfant. Il ne veut pas d'écart, ce qu'on vient de se dire, créer de l'écart. L'écran, il n'en veut pas. L'écran, il veut du tout le temps là, le plus près possible. Et ça, c'est une vraie question pour nous tous. Au-delà de tout ce que ça entraîne d'autres, de la non-expérimentation corporelle, sensorielle, sur le fait que l'enfant ne fait pas d'expérience qui en effet lui apporte des connaissances indispensables pour un jour aller faire des apprentissages à l'école. Et que oui, un enfant, s'il ne va pas jouer, qu'il ne va pas grimper, s'il ne va pas jouer à glisser, à se rattraper, etc., il n'apprend pas le corps dans l'espace. Il ne vit pas corporellement l'espace. Et donc, on ne peut pas passer par l'abstraction et raisonner l'espace si on n'a pas raisonné, erré l'espace avec soi-même, dans son corps. Donc oui, l'écran, tout le temps, ça vient atrophier l'enfant dans sa construction psychique interne. Ça atrophie donc la relation à l'autre parce que ça l'enferme. Et surtout, cet écran vient littéralement envahir l'enfant. C'est un parent maltraitant. Et je dis un parent parce que on peut tout à fait entendre, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, que les parents, ils ont besoin à certains moments de souffler. Ils ont des vies de dingue. Ils ont des programmes parentaux de dingue. Et que parfois, ils proposent l'écran pour pouvoir, eux, aller prendre une douche, respirer, faire quelque chose pour eux, enfin. Le problème, c'est que l'écran, il va grignoter cette autorisation. Il va s'imposer de plus en plus. Ça va être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est là où il ne va pas s'arrêter. Donc oui, l'écran n'est pas un parent comme les autres. Comment est-ce qu'on arrive à limiter ce personnage, parce que c'est devenu une personne à part entière dans les foyers familiaux. Moi, je vois des familles qui ont 4, 5, 6 télés dans la maison, en plus des téléphones et des ordinateurs. Donc l'écran est devenu vraiment partout, enfin il est absolument partout dans le quotidien des enfants. Donc l'écart, je parlais de ce monde immense du grandir en famille, dans des liens sains, donc du coup d'être en bonne santé mentale dans les liens familiaux. Se différencier, ne pas être les mêmes. Savoir maintenir cette présence dans l'absence, c'est-à-dire permettre la symbolisation, permettre à l'enfant de se représenter, que son parent qui n'est pas là, bien sûr qu'il est là. Sinon, on assiste à ces scènes devant les écoles maternelles de tout petits qui sont agrippés au corps de leurs parents. C'est une question de vie ou de mort. Ils ne peuvent pas le lâcher. S'ils le perdent de vue, ils le perdent. Il est mort, il n'est plus là, il n'existe plus. C'est terrifiant pour l'enfant. Donc, comment on permet cette construction? Et puis, comment on permet cet acte de créer, d'être libre, d'entrer dans la liberté? Alors, évidemment, je vais me mettre d'un autre auteur que j'aime bien, qui est Cynthia Fleury. Et je trouve qu'elle conclut bien cette histoire de construction. Elle dit ainsi, l'éducation, c'est un enseignement de la séparation, de cette aptitude à produire un jour une autonomie, consciente de son interdépendance, mais consciente également de la solitude réelle, ce jeu subtil de l'apprivoisement de la distance, de la coupure, de la symbolisation. Autrement dit, ce qui permet de couper sans faire disparaître, ce qui permet de maintenir la présence de ce qui est, c'est cela, la santé mentale. Cette frustration sublimée
Freud lui donne un nom, celui de la culture, de la civilisation. Il est impossible de ne pas se rendre compte en quelle large mesure l'édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions instinctives et à quel point elle postule précisément la non-satisfaction de puissants instincts. Ce renoncement culturel régit le vaste domaine des rapports sociaux entre humains. Et nous savons déjà qu'en lui réside la cause de l'hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter. Réprimer ses instincts et comprendre comment cette répression ne doit pas être un asservissement, mais une libération. Donc on voit que finalement, le processus du grandir, individuellement, collectivement, en famille, c'est un processus qui mène à la liberté de chacun. Ça demande sans cesse de se parler, de se redire, de se dire, de dialoguer. Il n'y a rien de plus dur que la paix. La paix est un travail permanent. Ce n'est jamais de l'acquis. Les processus que nous, les phrases de Cynthia Fleury nous le montrent. Et donc la santé mentale, c'est notre affaire à tous. Ce n'est pas l'affaire des professionnels de la santé mentale. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on travaille ensemble, institutions, fédérations. C'est-à-dire qu'on a tous, on se sent tous en responsabilité au regard de nos enfants, de nos parents, j'ai envie de dire nos parents, les parents, ceux qui deviennent parents, ceux qui sont parents, et qui aujourd'hui nous disent « c'est dur, c'est difficile, j'ai du mal à trouver mon équilibre, j'ai du mal à être bien ». Définition de la santé mentale, ce bien-être. J'ai du mal à être dans le bien-être. Alors, on parle aujourd'hui, et c'est non seulement la journée mondiale de la famille, mais c'est l'année de la santé mentale chez nous. Donc c'est vrai qu'on aimerait, j'ai des visages devant moi qui doutent un peu, mais on aimerait que ça entraîne des discussions plus fortes que celles que l'on a jusqu'à aujourd'hui, et que l'on prenne la mesure des besoins fondamentaux et des enfants et des parents et des liens familiaux, si on veut pouvoir se dire que oui, on a vraiment pris en compte la question de la santé mentale. Alors, vous voyez comment je pose ce sujet-là. Et au Pâte au beurre, on est sans cesse pris par ces questions. Et dans nos cuisines, je dis nos cuisines, puisque donc, comme je vous l'expliquais au début de cette intervention, nous sommes répartis sur le territoire. Nous avons 18 antennes où des psys accueillent les parents gratuitement, anonymement et sans rendez-vous. C'est véritablement des lieux de prévention de la santé des relations familiales. C'est des lieux où les parents peuvent venir se confier. C'est des lieux où on observe un certain nombre de choses, un certain nombre de besoins, un certain nombre de questions. C'est un lieu où on peut venir en poussant la porte, il n'y a aucune démarche donc administrative, il n'y a pas de sectorisation, donc tout parent peut venir. Et puis ce sont, en plus des lieux, c'est une ligne téléphonique, et ça j'ai oublié de le dire en introduction, c'est qu'au moment du Covid, on a été naturellement très perturbé à l'idée de fermer, comme tout le monde. Et on s'est dit, on a toujours promis aux parents qu'on serait là. Parce que ce qui est important pour un parent, c'est de savoir que si jamais il a besoin, on est là. Donc pour nous, la pérennité de notre action, elle est indispensable, elle est essentielle. Il faut que le parent, quand il se retourne, il y a bien de la lumière quelque part, il y a bien une porte qui peut pousser. C'est exactement le même mouvement du grandir de l'enfant. Quand l'enfant grandit, il demande toujours à son parent de s'éloigner un peu là, de lui donner de l'air. Mais il ne s'éloignera jamais sans vérifier si le parent est bien là. Non, reste en bas de la rue, je monte à l'école tout seul. Mais il ne passera pas la porte sans regarder. Si le parent était bien là, ça va, je peux y aller. Je l'ai vu une dernière fois, comme une espèce de réassurance qu'on est bien relié. Et on peut se perdre de vue. C'est gagné. Ben, c'est la même chose pour nous
qui avons décidé de nous engager, nous, Pâte-au-Beurre, d'autres institutions qui avons décidé de nous engager auprès des parents. Ça ne peut pas être des gadgets. Ça ne peut pas être des gadgets de 6 mois. Il ne faut pas le faire. Si on s'engage, si on s'installe, il faut qu'on puisse être là au fil des décennies. Et nous, on commence à voir arriver des enfants qui sont venus en tant qu'enfants et qui nous amènent aujourd'hui leurs enfants. Et ça, on se dit, waouh, voilà, c'est chouette. Il s'est passé quelque chose. Et ils sont capables de nous dire, quand je suis venue, je me rappelle très bien, ou je ne me rappelle pas très bien, mais je me souviens que c'était bien. Voilà, bon, ils ne se rappellent pas vraiment, mais bon, ils savent qu'il y a une porte qui a été poussée. Et ça, c'est du gagné, ça c'est très important. Donc à notre manière, à la fois on veut être là, au bout du téléphone, on y est puisque donc depuis au moment du confinement, on s'est dit il faut qu'on continue à être là et on a monté en 48 heures une ligne téléphonique qui fonctionne les lundis et les vendredis. Vous trouverez tout ça sur notre site parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis seule à parler, mais je suis très accompagnée. D'abord, il y a toute l'équipe de la fédération. Il y a Blandine Swinguedo qui a passé, je ne sais même pas si elle a réussi à dormir les 8 derniers jours parce qu'elle est en train de mettre le site pour que dès demain vous puissiez, ça y est, elle me fait signe, il est là, il est en ligne, vous pouvez aller sur notre site tout neuf. Avec Hélène Caldi à ses côtés qui coordonne au national, avec Olivier Albessard qui nous aide à penser sur nos financements, avec Cindy Mestri qui s'occupe de le lieu de Paris. Voilà. Donc nous sommes là, tous là, et on essaye de donner des ressources. Donc c'est pour ça qu'on attendait ce site avec beaucoup d'impatience, parce qu'il y a quelques années, j'avais écrit un ouvrage qui s'appelait Mon carnet de santé psy, qui s'appelle toujours Mon carnet de santé psy. Et c'est Blandine qui a lancé l'idée d'ailleurs, et qui a dit mais et si on faisait le carnet du carnet? Parce que le carnet de santé psy, c'est donc un ouvrage, mais dedans il y a des fiches. Il y a un certain nombre de fiches qui évoquent justement, peut-être un peu plus en profondeur ce qu'on s'est dit là en 1 heure, et qui introduisent ce que c'est que finalement ce que moi j'appelle la médecine de l'être, hein, donc cette santé mentale, et comment le bien-être d'un bébé, c'est le bien-être de sa santé, c'est la bonne santé relationnelle et affective, et comment il est absolument indispensable de voir que l'enfant est un adulte en miniature, n'est pas un adulte en miniature, est un adulte en devenir. On fait une petite confusion aujourd'hui. Parfois, on a des propos sur les enfants où on a le sentiment qu'ils sont décrits comme des adultes, alors qu'ils sont en devenir. Non, ce n'est pas des adultes en miniature. Ce n'est pas parce qu'on sait tourner une clé dans une porte qu'on peut rentrer tout seul à la maison. Hein. Et ce n'est pas parce que l'enfant il a 6 ans et qu'il fanfaronne et qu'il dit « ouais, je suis capable de rentrer tout seul » qu'il est capable de rentrer tout seul. Hein. Et que là, c'est à nous de nous représenter ce qu'il peut vivre et ce qu'il est capable de faire ou ne pas capable de faire. On est en responsabilité par rapport à ça. Donc c'est un carnet qui parle du grandir, qui montre comment c'est fatigant aussi de grandir. C'est un sacré boulot, ce sont des étapes, il faut sans cesse s'adapter à des situations, hein, l'adaptabilité de l'enfant qui va se faire au fur et à mesure qu'il va jouer pour grandir. Ça va lui demander en effet de s'équilibrer au maximum, et donc vous allez retrouver des fiches, un certain nombre de petites fiches qui ne sont pas du tout des recettes, hein, parce qu'au Pâte-au-Beurre on ne donne aucune recette, qui sont un peu des attentions en fait, hein, des attentions sur, par exemple on rappelle que le bébé est fragile. Le carnet de santé le fait très bien maintenant, hein, le carnet de santé de nos enfants, où on parle hein, du bébé secoué, hein, parce que pour certains parents, il y avait une méconnaissance de la fragilité du corps du tout petit. Donc il y a des fiches qui peuvent être des fiches alertes, comme à quel moment on consulte, parce qu'on nous questionne souvent. On nous demande souvent à quel moment je dois aller voir un psy. Et puis des fiches à formation sur ce qu'on se disait tout à l'heure, la symbolisation, les jeux symboliques, donner du sens aux jeux symboliques de l'enfant,
Vous voyez par exemple, je me souviens d'une maman qui s'inquiétait parce que ce jeu dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement important dans la construction psychique du tout petit pour sa santé mentale, de jouer à jeter et puis d'attendre que l'adulte lui ramène. Donc il attend une relation. Enfin, il initie une relation. Et j'ai une maman qui était très inquiète parce qu'elle trouvait que son enfant était violent. Et elle voyait en ce bébé devenir un être violent et elle le voyait déjà violent. Parce que dans la famille, il y a beaucoup de figures violentes. C'était un garçon et qu'il y avait plusieurs personnalités violentes. Donc vous voyez que parfois, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir être là pour travailler cette interprétation, lui donner du sens dans l'inquiétude, pas dire mais non, vous inquiétez pas, il n'est pas violent, etc. Non, entendre son inquiétude, prendre cette inquiétude et soutenir la transformation de son inquiétude pour que, en effet, elle réalise que c'est une activité ludique que l'enfant lui propose pour rentrer en relation avec elle, par exemple. Donc de temps en temps, voilà, il y a des fiches alertes et puis il y a des fiches infos qui donnent du sens à ce que vous propose l'enfant, puisque l'enfant est véritablement un acteur et il vous propose un certain nombre d'activités pour se construire. Donc il y a une fiche sur l'estime de soi, il y a donc une fiche sur la présence-absence, il y a les bons gestes de prévention pour sa santé, hein, comment est-ce qu'on peut les voir. Il y a tous les réflexes des tout-petits, mais ça c'est vraiment pour les tout-petits parce que les mamans avaient... Je dis les mamans parce qu'elles avaient beaucoup de questions sur les réflexes de leurs enfants. Le sommeil qui intéresse tout le monde, le sommeil de l'enfant. Les jeux de bouche, on n'en a pas parlé, mais dans la construction, je vois sourire, hein, parce que c'est vrai que, normal, les jeux de bouche, les bébés, les premières relations ludiques qu'ils ont avec eux-mêmes, avec leur corps, ils jouent avec leur bouche. Et les jeux de bouche sont absolument passionnants, parce que dans la bouche, c'est un tapis d'éveil, il y a tout. Il y a du dur, il y a du mou, il y a du liquide, il y a de l'air, il y a du plat, il y a du strié, il y a tout. Donc ils adorent jouer avec leur bouche. Et c'est le premier jeu très intéressant qu'ils font quand ils têtent ou quand ils prennent le biberon. Comment à un moment vous remarquez qu'ils vont jouer à serrer plus ou moins fort leurs lèvres. Ils vont jouer à serrer les lèvres. À ce moment-là, le lait coule dedans et on les voit en effet s'apaiser dans ce lait qu'ils reçoivent. On a l'impression qu'ils se sentent de la tête aux pieds là. Et puis, il y a d'autres moments, ils vont laisser les lèvres ouvertes et ils vont laisser le lait glisser dehors, comme ça. Et ça va passer sur la peau. Et c'est un véritable... Ça devient un jeu quand ça se répète. Quand ils le font, ils le refont. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que les parents ne font pas les mêmes bruits quand le lait coule dedans ou quand le lait coule dehors. Quand le lait coule dehors, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Attention !» etc. Il y a une musicalité qui n'est plus la même et le corps n'est plus le même. Il y a le corps qui se transforme. Et en faisant cette activité-là, ils découvrent le dedans et le dehors. Le dedans et le dehors. Il se construit déjà là par le corps cette notion qui sera un concept du dedans et du dehors et qui lui permet, plus tard quand il ira à l'école, on lui apprendra le dedans et le dehors, on lui demandera de coller des gommettes rouges dans le rond, des gommettes bleues à l'extérieur du rond. Et ça, il a déjà joué à ça, bien avant d'aller en apprentissage. Donc, voilà. Donc, le carnet, il y a quelque chose, évidemment, sur les colères. Voilà, vous allez retrouver beaucoup de thèmes. Ce carnet, il est téléchargeable sur notre site. C'est une des ressources que nous mettons à votre disposition. Il est téléchargeable gratuitement. Je pense qu'il sera téléchargeable à partir de demain ou demain, c'est ça ? Plutôt demain, voilà, à partir de demain. Donc il faut patienter jusqu'à demain, ça devrait aller, ça devrait tenir. Voilà, donc ça c'est un de nos outils. Et si vous allez sur notre site, vous verrez qu'on en a d'autres, puisqu'on a fait un jeu de cette famille qui est assez intéressant, qui parle des différentes figures familiales et un peu qui donne les fondamentaux pour... vivre bien en famille, donc il y a la famille dispute, il y a la famille t'es moche, il y a la famille on se dit rien, et à chaque fois il y a une petite phrase de prévention. La famille dispute, c'est parler pour ne pas taper. La famille t'es moche, c'est s'aimer, ça ne va pas de soi. Voilà, à chaque fois.
Hein, donc il y a différentes ressources qui vous sont proposées sur ce site. Voilà, donc c'est à peu près le temps qui m'était imparti. Je vois mes collègues qui commencent à se lever. Tous ceux qui êtes loin, vous ne le voyez pas, mais moi je les vois, qui commencent à se lever, qui ont pris un micro. Ça veut dire que normalement, il y a peut-être eu quelques questions qui sont arrivées sur le chat, hein, c'est ça je crois, et qui peut-être méritent un échange ou pas, parce qu'il n'y a pas toujours de questions. Merci Sophie pour tout ce que tu nous as dit. Moi, j'aimerais bien plus savoir ton ressenti aussi et vos expériences. Tu disais tout à l'heure, le monde est-il suffisamment désirable et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, que ce soit pour l'enfant, pour l'ado, le jeune adulte. Et voilà ce que vous rencontrez, comment vous accompagnez, comment on arrive à redonner un peu d'espoir et justement cet avenir un peu désirable dans un contexte extrêmement compliqué à beaucoup d'égards. Oui, et un monde désirable à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes que nous sommes. Hein. C'était Béatrice Bayot de l'EPE qui posait la question. Et en effet, parce que ça nous demande d'essayer un peu d'entrer en résistance et d'aller même encore plus loin. Nous, les patobeurs, on a arrêté la résistance, nous sommes des refusants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on refuse. Par exemple, on refuse de ne pas avoir le temps de se parler. Voilà. Nos espaces sont des espaces où les parents rentrent et ils ont le temps de se poser, peut-être de pleurer, peut-être de ne pas réussir à rassembler leurs idées. Et ils ont le temps de repartir et de revenir. Ils savent qu'on est là, on sera toujours là. Ça paraît simple, mais ça fait partie de la construction d'un monde désirable. Je peux donc prendre la parole. Je suis donc une personne qui a de la valeur. Ma tristesse vous intéresse et vous voulez bien la partager. Ma difficulté ne vous fait pas peur et vous ne vous effondrez pas. Vous êtes bien là. Ça ne suffit pas d'être là, hein, parce qu'on entend parler, et tu le sais, des lieux d'écoute, mais vous écoutez quoi, hein? La question, c'est comment on apporte une transformation interne. Comment on fait que cette tristesse redevienne un élan de vie et un désir de vie. Que la relation à l'enfant ne soit pas qu'épuisement et déception, mais se transforme, en effet, en se disant « Ah mais oui, il est en train de grandir. Ah mais oui, il y a des choses que je n'avais pas réalisées. Mais maintenant que vous me le dites, et il déroule. » Ça redonne du désir dans les liens familiaux déjà. Donc c'est pour ça qu'on pourrait prendre plein de situations, mais il me semble, chacun à nos petits niveaux, parce qu'il ne s'agit pas de faire la morale. La vie est devenue difficile. On n'a pas beaucoup parlé du contexte social, mais contextuellement, parce qu'on me demande souvent, hein, c'est la grande question des journalistes, c'est plus dur d'être parent aujourd'hui ou on en parle plus? Ben, je ne sais pas, vous diriez quoi, vous? Ils disent quoi? Ils peuvent parler dans ceux qui sont très très loin, les 857, que je ne vois pas. Hein? Eh bien, les deux. C'est de plus en plus difficile et puis on en parle plus aussi. On en parle plus, mais je ne suis pas sûre qu'on parle plus de cette intimité de la construction familiale qui fait la santé mentale. Mais oui, c'est plus difficile, parce que d'abord le rapport au temps est devenu très très compliqué. Le rapport à la rentabilité est devenu très très compliqué pour les enfants et pour les parents. Et quand je dis que nos enfants, j'ai le sentiment qu'ils inventent des stratégies pour échapper, c'est le moment où j'ai l'impression qu'ils essayent de créer du désirable. Et que peut-être aussi, nous, parfois, les adultes, on essaye ça. Donc, refuser permet de
repenser à quelque chose dans lequel on peut s'inscrire. Alors, nous, on refuse de ne pas avoir le temps des mots, on refuse la dictature du chiffre. C'est pas parce qu'on a reçu 15 parents qu'on va être super bon. S'il y a 2 parents qui sont venus et qui sont transformés, mais vous imaginez, c'est incroyable le nombre de personnes que ça touche. 2 parents transformés qui se transforment avec leurs enfants, les enfants se transforment avec leurs copains, à l'école, dans la classe, les parents au boulot, avec les amis, mais c'est une immensité. Donc là aussi, il faut refuser parfois. Dire, bah non, s'il n'y a que les chiffres qui vous intéressent, bah, on va aller chercher des budgets ailleurs. Non, je vais pas... Voilà. Il y a parfois, et on espère, on est toujours là, ça fait 26 ans, c'est déjà pas mal, on espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Et chacun à son tout petit niveau. Nous, on voit bien, les parents, il y a quelque chose comme ça qui s'éclaire. C'est comme si tout d'un coup, ils se sentaient autorisés à refuser. Quand par exemple, partir à l'école à pied en se donnant la main avec l'enfant, marcher en donnant la main à l'enfant, l'incroyable moment que l'on offre à l'enfant, puis à soi-même. C'est-à-dire cette possibilité de se parler et donc de se raconter. Parce que si on regarde nos vies, la question de la narrativité, l'identité narrative dont nous parle Ricoeur, mais c'est parce que nous sommes des êtres de récit, nous sommes une espèce fabulatrice, nous dit Nancy Huston. Quand est-ce qu'on la met en mouvement? On n'a pas le temps, on s'appelle, t'as eu mon mail, oui, t'as eu le temps de répondre, oui, t'as vu ce que je t'ai demandé, oui, super, merci, à demain, oui, d'accord. Les enfants, c'est la même chose, t'as fait tes leçons, oui, bon, t'as fini, t'es sûr, c'est bon, va te laver les dents, voilà. Ça va très, très, très vite. Et justement, cette question de la narrativité, il y a un moment où on se dit, allez, tiens, demain matin, on prend un quart d'heure de plus. Et on y va. Et sur la santé mentale, vous voyez, quand on parle de la séparation comme... vous voyez ce que ça contient, la séparation, comme immensité, là encore. Bien, moi, alors je sais, il y en a qui m'ont déjà entendu, je sais que je l'ai déjà raconté, mais je trouve que ces bébés pour lesquels on a un repère sanitaire qui est qu'il faut qu'ils dorment le plus longtemps possible. Ces bébés qu'on fait dormir le plus longtemps possible, qu'on lève à la dernière seconde. Quand ils sont levés à la dernière seconde, on les lève, on leur donne le biberon, on les déshabille, on leur met les vêtements d'extérieur, on les met déjà dans la voiture et ils sont déjà chez la nourrice. C'est-à-dire on a tac, 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 tac. Il n'y a pas eu, on se lève, on se retrouve, on fait les retrouvailles, on se reconnaît, c'est bien les mêmes, parce que ne croyez pas que l'enfant pense que tout de suite vous êtes les mêmes, quand ils sont tout petits. Ils sont les mêmes, on prend le biberon calmement, etc. Vous voyez cette temporalité très différente, et on va pouvoir se séparer calmement. Ça ne fait pas partie des programmes sanitaires, il faut qu'ils dorment 12 heures. Oui, mais s'il dort 12 heures et qu'il se sépare comme ça, il n'est pas en bonne santé mentale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça se cache dans des micro-gestes de la vie de tous les jours. Et nous, ce qu'on aimerait, et je me permets de parler au nom de mes collègues, c'est qu'on prenne plus en considération, justement, la préciosité de la santé mentale de nos enfants, de leurs parents, de la vie familiale. Parce que ça construit la société. Si on prend soin de l'enfant, on sait qu'on prend soin de la société. Si on considère un tout petit, on sait qu'on considère toutes les situations de vulnérabilité. Pensez la poussette, ou pensez le fauteuil roulant, ou pensez la personne vieillissante, on sait bien que tout ça, ça va nous ouvrir une représentation qui va nous permettre de vivre ensemble. Donc ça demande le temps d'y penser, de refuser de la manière dont on nous fait vivre aujourd'hui, chacun à sa petite échelle. Ça, enfin, voilà. Je sais pas, toi, tu avais peut-être d'autres idées sur le désirable, non?
Oui. Alors, une question de Béatrice. Quel impact dans les liens parents-enfants quand le bébé naît avec un handicap? Ben, tout à l'heure, on parlait de bouleversement. On imagine comment le handicap va absolument bouleverser, transformer durablement la famille. Mais je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup marqué dans ma carrière. Je reçois une famille qui est envoyée par le médecin parce que l'enfant qu'ils attendaient est privé d'un bras. Donc c'est une famille qui est accompagnée en vue d'une interruption médicale de grossesse, mais le médecin voulait qu'il passe par un certain nombre de corps de métier, du monde social, familial, etc., voilà, qui prennent du temps. C'était une excellente réflexion. Et ses parents, c'était premier enfant, ses parents ont première consultation, donc fermée sur de l'impossible. Je vais vous la faire un peu en accéléré. On va dire deuxième consultation, impossible. Enfin, bon, si c'est un garçon, bon, pourquoi pas. Pour une fille, c'est pas possible. C'est leur représentation. L'esthétisme, en dehors du handicap physique, la notion esthétique qui apparaît. Troisième consultation, c'était un peu plus long que ça, mais bon. Troisième temps, on vient. Si c'est une fille, si c'est une fille qui a le tempérament de la famille, je peux vous dire qu'on n'ira pas la chercher sur le fait qu'elle n'ait pas de bras. Et cet enfant, finalement, ils ont décidé de garder l'enfant. Ils ont fait le cheminement vers l'enfant avec le handicap. Et quand l'enfant est né, ils m'ont envoyé un petit message avec une photo et ils m'ont mis « Elle dort à point fermé ». Voilà. Ça montre juste qu'en fonction de chaque... Vous voyez ce que c'est que la santé mentale, comment on peut prendre appui sur ses ressources. Tout le monde ne peut pas le faire. Et la question n'est pas de juger les décisions des uns et des autres. C'est juste que le handicap, c'est un bouleversement. Ça demande des réaménagements permanents. Et quand l'enfant, en effet, et puis en plus quand il y a d'autres enfants dans la famille, ça demande à chacun de trouver sa place. Et là, on parlait l'écart, la juste distance, en fonction du handicap aussi. La difficulté aussi à se tenir parfois à distance quand l'enfant est en dépendance permanente. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer, c'est vraiment une créativité permanente dans la relation à l'enfant. Et donc, oui, en fonction de ce que l'on est, de nos histoires, de nos passés, de nos ressources, on est pris dans des histoires qui sont plus ou moins douloureuses. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'associations qui accompagnent les parents qui traversent en effet ces histoires familiales où un des enfants est atteint d'un handicap. Il y a la maladie, il y a la disparition, il y a tous ces moments. C'est pour ça qu'on peut être en bonne santé mentale. Et puis il y a le surgissement de quelque chose dans la famille qui vient déstabiliser un équilibre établi. Alors, il y a une question d'Aurélie qui revient sur l'objet transitionnel. Elle se demande pourquoi certains adultes conservent une relation avec un objet transitionnel et où sucent leur pouce. Et vous voyez sucent leur pouce. Vous voyez ce que c'est que la symbolique. Et c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette question parce que tout de suite j'associe, vous savez, quand les enfants grandissent ou quand un autre enfant naît, on fait du tri dans les chambres. On dit, attends, tu ne vas pas garder, ça c'est des jeux de bébé, ce truc-là, on va le passer à... Regarde, tu viens d'avoir un petit frère, une petite sœur, tout le monde est ravi sauf lui, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Et en plus, il va devoir donner ses jouets. Mais un jouet n'est pas un objet vide de relation. L'objet possède la croissance de l'enfant. L'histoire de l'enfant est dans l'objet. Donc il y en a
qui ont pris une place particulière dans nos histoires personnelles et d'adultes, que l'on garde précieusement, parce qu'on garde notre histoire d'enfant, on garde un bout de notre enfance. Parfois d'ailleurs, les adultes en effet dorment avec leur jeu d'enfance. Il y a des adultes qui interdisent à leur enfant d'approcher leur doudou. Puis au contraire, il y a des adultes qui voudraient que leur enfant investisse leur doudou comme eux l'ont investi, comme si ça pouvait passer de l'enfance du parent à l'enfant. Mais l'objet n'est jamais vide de sens, vide d'histoire. L'objet raconte quelque chose. Et c'est ce qu'il raconte dont on ne peut pas se séparer ou qu'on souhaite garder au plus près de soi. Ça peut aller en effet jusqu'au mouvement de la succion, avec l'adulte qui suce son pouce. Autant un adulte avoue assez facilement avoir un doudou, d'ailleurs il peut y avoir un doudou même sur soi, autant sucer son pouce, il y a très peu d'adultes qui en parlent. Mais il y en a, c'est vrai. Oui. J'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure de vos liens avec le ministère de la Culture à un moment donné. Est-ce que vous avez un lien avec l'éducation nationale? Parce que vous avez dit des choses par rapport à l'école, je suis très sensible à l'entrée à l'école maternelle, avec la présence avant de réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, qui faisaient un gros travail justement dans ce lien avec les familles, l'accueil des enfants, parce que c'était de la prévention. Complètement. Et puis, ces personnels disparaissent progressivement. Et puis, quand ils restent, on leur demande d'aller vers ce que vous décrivez, à savoir du normatif, être des personnes ressources en disant aux enseignants ce qu'ils doivent faire, mais on oublie ce lien important avec les familles. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez des liens avec Madame Borne ou avec quelqu'un de son ministère pour parler de créativité, pour redire tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Non, pas du tout. Je n'ai pas de lien avec l'éducation nationale. Après, j'ai des liens avec des penseurs de l'éducation nationale, comme Philippe Mérieux, Abdenour Bidar, qui est quand même inspecteur de l'éducation nationale, inspecteur général. Inspecteur général, vous avez raison de le rappeler, et qui nous aident beaucoup à penser, et qui, je pense, à leur niveau, tentent d'influer. Mais l'éducation nationale est une très très grosse machine. Et en effet, alors les derniers propos de Madame Borne étaient assez maladroits sur les choix dès l'école maternelle de l'orientation professionnelle. Enfin, je ne voudrais pas trop tordre ses propos, mais enfin, c'était quand même des propos un petit peu surprenants et qui faisaient mais table rase de qu'est-ce que c'est que la croissance, qu'est-ce que c'est que grandir, qu'est-ce que c'est que la santé mentale du grandir. Enfin, donc non, je n'ai pas de lien particulier avec l'éducation nationale, mais on voit, il y a beaucoup de professionnels et de penseurs qui essayent d'influer les RASED et les psychologues scolaires, les rééducateurs de l'éducation nationale ont joué des rôles fondamentaux. Dans mon dernier ouvrage, Ce que les enfants nous enseignent, j'évoque comment moi, enfant, j'étais en difficulté à l'école et j'ai rencontré un rééducateur d'éducation nationale. Je faisais partie de ces enfants, on venait les chercher dans la classe et puis j'allais m'amuser, jouer avec lui, mais en fait j'allais exister. Et c'est des choses, vous voyez, ça fait partie des choses qui ont marqué mon enfance. C'est ce moment où j'étais extrait d'un endroit où je n'y arrivais pas, et en lien individuel avec un homme qui était disponible et qui me reconnaissait tel que j'étais, j'ai pu raccrocher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des mises en danger de tous ces soutiens aux enfants. Alors que je pense que nous sommes des milliers d'enfants à avoir gardé en nous ce moment dans nos existences qui nous ont presque sauvés finalement d'un mal-être. Mais merci de le rappeler, d'autant que je suis très proche de tout ce qui se fait. Je suis très proche de l'AFNAREN, en effet, dans le comité scientifique, et vous aussi, et qu'on a beaucoup à défendre, mais
Mais vous êtes toujours là, quand même. Hein, ça, c'est important quand même de le redire. Et jusqu'à quand? Oui, mais toujours là. Voilà. Oui, une autre question de Lorraine qui se demande si finalement ce n'est pas plus difficile d'être un enfant aujourd'hui. Parce qu'elle parle du poids des parents, la sursurveillance, de pronotes, le stress du portable et la localisation de l'enfant via le GPS du portable. C'est toujours difficile parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la diabolisation, mais il est vrai qu'il est compliqué pour l'enfant d'expérimenter son existence aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Si on prend ma génération, là, les soixantenaires, eh ben, évidemment, on va vous raconter comment on partait faire du vélo, comment la règle c'était tu reviens ce soir. Voilà, il y avait pas en effet ces craintes, mais la vie n'était pas la même, les villes n'étaient pas les mêmes, et les enfants étaient beaucoup plus libres de se construire et d'expérimenter. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont les enfants souffrent en tous les cas, c'est que nous avons beaucoup de mal à leur accorder du temps. On a du mal à accorder du temps à leur enfance et on a du mal à leur donner des espaces pour leur enfance. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à des replis sur eux-mêmes, qui plus est les écrans viennent faciliter les replis sur eux-mêmes, mais on le vit tous. Vous rentrez dans un train, quand on voit une famille qui arrive avec des enfants, tout le monde attend crispé de savoir s'ils vont être assis à côté de vous ou pas. En se disant j'avais 25 mails en retard, il faut absolument que je travaille. Voilà, on n'est pas en train de dire chouette, super, je vais avoir des petits autour de moi, ça va être gai. Non. Et puis on voit ce mouvement un peu inquiétant de lieux interdits aux enfants. Hein, donc il y a quand même une complexité pour l'enfance de nos enfants, pour supporter l'enfance de nos enfants. Je ne sais pas si quelqu'un le dirait autrement, mais voilà, je pense que là, il y a des enjeux et je trouve que quand même nos enfants sont des quêteurs de relations. Hein. Ils quêtent l'attention, beaucoup de parents viennent nous dire ils ne s'arrêtent pas, ils ne cessent de me harceler, ils viennent tout le temps me chercher. Et on a le sentiment que l'enfant a ses stratégies à la fois pour faire ralentir son parent, donc des stratégies de ralentissement qu'on connaît tous, hein, ils mettent leur manteau à l'envers quand on leur dit dépêche-toi, ils font tomber leur verre d'eau quand on leur dit dépêche-toi, je suis pressée, etc. Enfin, on voit bien toutes ces stratégies qu'on va mettre sur le dos de la maladresse, mais qui au final se répètent tellement que si on se pose 2 minutes, on se dit oui, bon bah oui, il a besoin qu'on ralentisse, il a besoin du temps de son enfance. Oui. Est-ce que c'est pas aussi parce que justement le monde évolue et que de nos jours les enfants n'ont plus une place prioritaire, je dirais, dans le futur, on va dire, enfin, merci, dans le futur des gens de nos jours, par exemple, c'est plus un objectif de vie pour bon nombre d'adultes que de devenir parents. À côté de ça, on a des femmes qui ont des carrières, qui ont autre chose et qui n'ont plus forcément ce rôle de devoir s'occuper des enfants. Du coup, est-ce que c'est pas pour ça que les enfants se sentent peut-être un petit peu moins, retrouvent moins cette place centrale qu'on a pu avoir nous quand on était jeunes, par exemple? Est-ce qu'ils peuvent répondre, les personnes qui sont loin de nous, par le chat ou pas? Ou Béatrice, tu veux dire quelque chose? Enfin, un petit peu en réaction, en tout cas, c'est... je pense qu'il y a effectivement le contexte sociétal qui est extrêmement important et c'est aussi comment, et ça pour moi c'est le rôle de la politique, c'est comment on accompagne pour que ce temps disponible pour les parents, avec les évolutions qu'on a connues, les parents puissent disposer de ce temps et l'offrent à leurs enfants. Et ça veut dire aussi que la société et que la politique s'emparent du sujet pour permettre que la relation ne disparaisse pas, que les évolutions ne se traduisent pas par une dégradation du lien à l'enfant. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien que, en tout cas nous, dans les choses aussi auxquelles on est confronté, c'est que l'articulation vie pro, vie perso se fait au détriment de l'enfant. Et ça ne devrait pas être un choix pour les parents, ça devrait être complémentaire et il devrait y avoir des dispositions
Mais aujourd'hui, et je reprends un peu les propos de Sophie, mais la question de la course au temps et à la rentabilité grignote sur l'humanité. On le vit de plein fouet nous-mêmes, hein, les institutions qui nous occupons des parents et des enfants. Alors après, il y a quand même un paradoxe, parce qu'il y a à la fois, en effet, ce que vous évoquez, un non-désir d'enfant, on va dire, et puis en même temps, il y a un désir d'enfant extrêmement fort avec des services de procréation médicalement assistée qui sont débordés, en fait, de demandes de mise en route d'un enfant. Donc il y a un peu quand même quelque chose de très paradoxal. Il y a l'envie d'un enfant tard aussi, hein, qui joue aussi pas mal dans ce que nous on peut voir, c'est-à-dire des couples qui sont restés longtemps en couple, sans enfants, et qui, bon, avec le temps qui passe, disent il faudrait qu'on s'y mette, un peu ça, et qui ont des enfants sur le tard, et un enfant qui vient véritablement, alors là, bousculer un ordre établi dans la vie conjugale avec tout ce qui existait jusque-là. Cet enfant est vrai, alors lui, il est très inattendu sur ce mode-là. Et l'expression « j'en profite avant », je trouve qu'elle vient dire beaucoup de choses, comme si on ne profitait pas une fois qu'on avait des enfants. Vous voyez, je préfère en profiter avant. Donc ça, on profitait de quoi par rapport à... De quoi on ne profiterait pas si on avait des enfants? Ça serait une question à poser à tous ceux qui nous disent... vous voyez, on sent des phrases comme ça, on se dit de quoi ça parle. Mais oui, allez-y, parce que... Oui, non, je pense que c'est juste une réflexion qui est différente. Oui, parce qu'il faut que tout le monde vous entende. Non, je pense que c'est juste une réflexion qui est différente. C'est que avant, c'était une normalité que de devenir parent, par exemple, dans la vingtaine, si je regarde même moi, ma naissance, etc. C'est juste que maintenant, avec les études, les choses comme ça, on sait très bien qu'avant 30 ans, en tout cas surtout pour les femmes, c'est quand même la période qui est assez importante pour se développer, apprendre à se connaître. Les relations ne sont plus les mêmes aussi. Hein. On tombe amoureux de notre partenaire, on va dire, beaucoup plus tard, ce genre de choses. Donc on est moins stable dans cette période-là. Je trouve que c'est peut-être plus intelligent d'attendre en effet de se sentir prêt et d'être justement prêt à donner cet amour, ce temps à un enfant, plutôt que de l'avoir dans une situation où on n'est pas encore prêt vraiment à justement avoir ce temps à consacrer à l'enfant. Donc c'est pour moi quelque chose, une réflexion qui est assez intelligente. Et c'est vrai que trop tard, des fois, c'est aussi compliqué, mais c'est aussi pour ça, je pense, que les gens attendent davantage, quoi. Il y a des oui, d'autres réflexions sur ce sujet. Non. Alors, pour ceux qui ne nous voient pas, mes collègues ont disparu, mais elles sont toujours là. Nous n'avons aucune angoisse, soyons clairs. Nous sommes totalement bien, apaisés, dans un bien-être. Et donc, je ne sais pas, elles préparent une pièce de théâtre, elles apparaissent, elles disparaissent. Vous aviez une autre question, Hélène? Oui, excusez-nous, c'est parce qu'il y a un problème enfin pas de problème, mais chargement oblige de l'ordinateur pour pouvoir continuer à suivre le chat. Donc, alors oui, il y a des questions, il y a aussi beaucoup de remerciements. Bref, mais il y a des questions aussi de grands-parents qui se demandent s'ils peuvent venir au pâte au beurre, donc on leur a répondu que bien sûr ils sont les bienvenus parce qu'on est parents tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, c'est une question très intéressante, la question des grands-parents, parce que ça rebondit un peu sur ce que vous dites, c'est que les grands-parents se posent beaucoup de questions sur leurs enfants qui deviennent parents. Et en fait, ils ne se comprennent pas toujours. Voilà, ils ont l'impression que cette approche de l'enfant est très différente et que donc, ils ne savent pas trop comment prendre leur place de grands-parents dans cette constellation familiale où ça bouge, où les repères ne sont plus les mêmes, ce que vous nous avez proposé par votre regard. Et oui, ils sont les bienvenus au pâte au beurre, puisque comme il n'y a pas de limite d'âge, en effet, on a des grands-parents ils viennent pour parler de leurs enfants qui ont parfois 30 ans, 35 ans.
Et ils disent à quel point c'est important pour eux parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller, en fait, puisque leur enfant est largement majeur et qu'ils se sentent totalement concernés par leurs petits-enfants, mais ils ne trouvent pas forcément le rôle facile. Il y a une question aussi de Béatrice qui vous écoute toutes et tous attentivement, et puis surtout Sophie Marinopoulos, mais qui se dit « Mais comment accompagner les parents qui sont perdus au milieu de tous les discours sur la parentalité ?» Et là, elle fait référence à l'éducation positive bienveillante, au time-out de Caroline Goldman et le fait de poser des limites. Oui, mais c'est tout ce que l'on essaye un peu de construire avec les parents, c'est d'essayer de leur rappeler que toute histoire est singulière. Il n'y a pas de recette pour être un bon parent. Il y a une histoire qui est la vôtre, qui est unique. Et si on veut pouvoir accompagner ce parent-là, il faut qu'on prenne le temps de l'écouter et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là avec cet enfant-là. Parce qu'un enfant qui ne dort pas, dans deux familles différentes, ce ne sera jamais la même histoire. Il n'y a pas un trouble du sommeil et un seul, et paf, on a une fiche qui va répondre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu la précaution de vous dire, le carnet de santé psychique, c'est vraiment des fiches ressources pour donner du sens aux manifestations des enfants. Ça permet de comprendre ce que c'est que l'enfance d'un enfant. Mais ça ne répond pas à une question. Ce n'est pas une manière de dire « Ah bah tiens, je vais faire comme ça ». Donc, je pense que l'erreur actuelle de tous les courants, enfin de ces, on va dire, grands courants de pensée, et dans lesquels rentrent nos propres, moi je suis psychanalyste, dans lesquels rentre mon propre courant de pensée, c'est de se rencontrer pour poser sur la place publique un débat pour ou contre. C'est-à-dire de provoquer, de proposer, de stériliser la pensée. T'es pour ou t'es contre ? Je voudrais expliquer. Non, je ne te demande pas de m'expliquer, je te demande si t'es pour ou t'es contre. Donc t'es pour enfermer si l'enfant a fait une bêtise ou t'es contre enfermer quand l'enfant a fait une bêtise. T'es pour, etc. Ça n'a aucun sens. Bon, il y a une règle, on la connaît toute, on la défend toute, il n'y a pas un bord pour ça, c'est on ne violente pas un enfant. Voilà, il n'y a pas une excuse au monde, pas une, qui justifie la violence. Pas une, ni à un enfant, ni à une femme, ni à un homme, ni à personne. Donc ça, c'est la règle. Après, le parent, il est mis en situation de tension, il est mis en situation de pression, il est dans le mal-être. Et nous, ce qu'on essaye de dire aux parents, c'est de ne pas rester mal avec son enfant, parce que plus on est pris émotionnellement, moins on raisonne. Et plus on peut passer à l'acte. Donc il faut se dégager de la relation à l'enfant, il faut aller chercher des espaces pour penser, mais pas des espaces pour qu'on pense pour vous. Si on pense pour vous, il ne faut pas rester. Et je nomme même pas une orientation, c'est juste si on pense pour vous, partez. Voilà. Si nous, on prend, tout à l'heure, je disais, on est des refusants, on refuse de ne pas avoir du temps. C'est que quand les parents poussent la porte, si on veut pouvoir les aider, c'est qu'il faut qu'on les comprenne, donc qu'on les connaisse. Donc on va leur demander de nous expliquer qui ils sont. Et déjà, de devoir nous expliquer, ça les agace, parce que c'est des parents pressés, comme tous les parents du XXIe siècle, mais ça leur permet justement de mettre leurs émotions à distance. Ça fait en sorte de retrouver leur appareil à penser. Donc ils prennent appui sur notre appareil à penser pour se remettre à penser. Et c'est ce à quoi servent nos questions. Donc quand on dit qu'un psy, quand on lui pose une question, il en pose 5, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour embêter. C'est pour permettre à l'autre de retrouver sa pensée personnelle. C'est quand il dit, oui, il ne veut jamais aller se coucher. Alors, comment c'est le soir? C'est quoi les rites? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui vous paraissait intéressant? Etc. Donc, et ça permet la remise en route. Alors, on ne peut pas vous donner toutes les techniques de mes collègues psychologues, mais ça permet cette remise en route de la pensée pour que le parent trouve en effet pour lui et uniquement pour lui sa solution. Ça prendra peut-être plusieurs venues, peut-être que ça se fera en une fois. Donc j'en veux beaucoup, moi, à ces pour ou contre qui ont, par exemple, sur le sujet de l'autorité, c'est un sujet passionnant, c'est la question de la contenance.
Moi, j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier ouvrage parce qu'il y a vraiment cette volonté d'être auprès de l'enfant et de le border. Et pour moi, l'autorité, c'est border. Et je raconte en effet comment, enfant, ma mère me bordait. Une génération où on n'avait pas la couette, hein, alors peut-être que l'autorité est partie avec la couette, ça c'est possible, hein, mais on avait des couvertures, elle venait me border, mais je disais, j'ajoute dans cette histoire que je raconte personnelle, qu'elle ne me bordait pas que le soir, hein. Elle me bordait tout au long de la journée, parce que j'étais une enfant qui était sans arrêt dans des débordements. Et bien que complètement inexpérimentée avec moi, j'avais un frère aîné, mais très différent de moi, elle, c'était une enfant modèle quand elle était enfant, donc elle ne savait pas faire avec les enfants qui bougent dans tous les sens. Et bien qu'inexpérimentée, elle a très vite compris qu'elle ne devait pas se laisser déborder par mes débordements. Et c'est pour ça qu'elle m'a bordée tout au long de la journée. Ce n'était pas que le soir pour me dire bonsoir. Mais c'est ça l'autorité. C'est être en responsabilité pour son enfant, qui n'a pas encore la maturité pour se débrouiller, prendre des décisions, voilà, qui va peut-être sauter du trottoir sur la route, etc. C'est ça, être en responsabilité. Et l'autorité, c'est un très joli sujet. Il y a beaucoup de douceur aussi. Et on en a fait, à cause d'eux, un horrible sujet, pour ou contre. Moi, je trouve ça désastreux pour les parents. Et puis pour notre image de professionnel, c'est pas très bon non plus. Bon. En tout cas, c'est pas ça être un psy. Hein. Oh, pardon. Non. Une autre question de Guylaine. Elle est psychomotricienne et elle découvre avec beaucoup de plaisir que les psychomotes, comme on dit, font partie des professionnels accueillants au pâte au beurre. Et elle nous remercie, Réseau Pâte au beurre, de reconnaître leur part dans l'accompagnement auprès des parents. On les cantonne, dit-elle, beaucoup à la rééducation. Et elle aimerait savoir en quoi ces professionnels psychomotes sont pertinents à accueillir dans la cuisine des pâtes au beurre. Oui, alors elle a raison. Il est vrai que d'abord, leur profession est encore mal connue. Hein. Alors moi, j'ai toujours travaillé avec des psychomotriciens, j'ai beaucoup appris avec eux. Pourquoi ils sont dans la cuisine des pâtes au beurre? Parce que le corps est un équivalent psychique et que c'est à ce titre-là qu'ils viennent décrypter, parfois beaucoup mieux que nous, les enjeux corporels relationnels parents-enfants dans notre cuisine. Alors, c'est dommage, on n'en a pas hein, aujourd'hui. Il y a Isabelle qui est là, qui est psychologue et psychanalyste. Il nous expliquerait un peu mieux. Je sais que souvent, ils questionnent au départ, parce que c'est très nouveau pour eux de se retrouver autour d'une table de cuisine à accueillir les parents et les enfants, en sachant que les pâtes au beurre, c'est un triptyque, hein, c'est un lieu en 3 espaces. Et voilà, il y a tout un travail autour de l'espace qui est fait et dans lequel, justement, leur regard, leur spécialité, leur attention à ce que raconte le corps est un précieux atout pour nous, les psychologues, les psychanalystes ou les psychiatres. Donc c'est en ce sens-là que j'avais vraiment envie qu'ils participent à l'aventure des pâtes au beurre. Il faut qu'elles viennent. Alors là, il y a des questions sur les accueillants au pâte au beurre, mais il y a aussi, on revient sur des questions de parents. Donc, est-ce que les grands-parents peuvent venir au pâte au beurre? Mais il y a aussi des questions concernant les futurs parents. Est-ce qu'on peut venir au pâte au beurre quand on est futur parent, quand on se pose la question du désir d'enfant? Et est-ce que les couples qui sont dans l'homoparentalité sont-ils aussi les bienvenus? Alors, toutes les familles sont les bienvenues. Donc, on a en effet toutes les compositions familiales. Donc là, il n'y a pas de sujet. Sur la question du prénatal, puisque donc là, il est question, c'est ça, hein, si j'ai bien entendu, est-ce que les futurs parents, hein, donc les futurs parents ont toute leur place, en effet, comme les autres, mais pour eux, il y a aussi une autre approche avec une danseuse chorégraphe qui s'appelle Ingrid Bizaguet, qui propose des ateliers de danse prénatale et postnatale
Donc pour les jeunes parents, jeunes dans le sens en train d'attendre un enfant ou venant d'avoir un enfant. Et puis une autre chose vraiment très particulière qu'on a mis en place l'année dernière, quand j'ai rencontré Ingrid Bisaguet, je lui ai dit, moi j'ai travaillé très longtemps en maternité et j'étais préoccupée par justement ces bébés qui n'arrivent pas. Ces couples qui attendent désespérément ce bébé qui ne vient pas. Et je voyais des femmes en très grande détresse et qui avaient un rapport à leur corps de plus en plus presque haineux. Ce corps qui les trahit, ce corps qui ne répond pas à leurs attentes, ce corps qui se refuse à elles, en fait, et qui ne donne pas, et qui ne leur donne pas cet enfant. Et elles étaient très malmenées, elles sont très malmenées par le parcours d'attente, en fait, hein, tout simplement, et par l'enfant qui ne vient pas. Et j'ai demandé à Ingrid Bisaguet si elle serait d'accord de proposer un atelier préconception, un atelier de danse, pour qu'elles reprennent contact avec leur corps, qu'elles se réapproprient leur corps, qu'elles se remettent à aimer ce corps, corps fertile, par la danse, par le mouvement, et justement par ce désir pour son propre corps qui, oui, d'accord, il ne répond pas à leurs attentes, mais pour autant qu'elles peuvent habiter, qui est la première phrase de Winnicott, il faut pouvoir habiter son corps. Et en effet, pour pouvoir entrer dans ce processus de maternité, il faut aussi qu'elles puissent s'approprier leur corps. Alors, elles ont été désappropriées de leur corps par les traitements médicaux. Donc, on a mis ça en place l'année dernière. Donc, vous voyez, on n'attend pas que l'enfant soit là, parce que voilà, l'enfant attendu, c'est déjà une mise en route de la parentalité. Alors, il y a aussi des parents, et d'ailleurs, c'est le dernier accueil que j'ai fait ici à Paris, il y avait une future maman célibataire qui était en attente d'adoption. Donc voilà, vous voyez, on voit un peu toutes les compositions, situations familiales, multiples. Je ne sais pas, Isabelle, si tu penses à d'autres situations, mais je crois qu'enfin, vraiment, on a toutes les situations familiales. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on est à 5 minutes de la fin de cette conférence et de ce temps très intéressant en cette journée internationale des familles. Mais ça concerne la famille, justement, grands-parents, parents, enfants. Un mot, nous demande Aurélie, sur les fonctionnements par rapport aux conflits issus des attentes de loyauté familiale. Alors, qu'elle précise un petit peu. Ouais, là, on va en repartir pour 2 heures. Oui, sinon. c'est ça. C'est vrai, pour un. Alors, je ne sais pas si Aurélie, parce qu'il y a Aurélie. Aurélie, est-ce que c'est Aurélie qui est partie à vélo? Elle voulait suivre la fin de conférence tout en allant chercher son enfant. Ah, ça c'est joli, ça. Ça me fait plaisir. Et sinon, on était une autre question. Est-ce que on est sûr, en poussant la porte des pâtes au beurre, d'être reçu par des psychologues? Oui, alors tout à fait. Alors oui, non, mais j'aime bien cette question parce que, en effet, c'est important. On a fait le choix. Ça peut être critiqué, mais on a fait le choix que autour de la table de cuisine, ce ne sont que des psychologues ou des psychiatres ou des psychométriciens, tous diplômés et tous avec 5 ans d'expérience. Donc, notre métier, c'est d'écouter la vie psychique. Nous sommes des spécialistes de la vie psychique, c'est notre travail. Donc, on écoute la vie psychique. On ne sait rien faire d'autre. Et c'est très important, justement, d'avoir une spécialité et de pouvoir se consacrer à cette écoute-là. Et pour les parents d'aujourd'hui, autrefois, dans les lieux d'accueil, il me semble que les parents rentrent dans les LAEP, on leur dit, voilà, je suis accueillant. Mais ça ne veut pas dire grand-chose d'être accueillant. Ici, on est des accueillants, mais on précise que nous sommes des psychologues. Il faut que les parents savent où ils viennent, mais en général, ils savent parfaitement où ils viennent. C'est la différence peut-être entre un lieu de socialisation et puis un lieu de prévention de la santé mentale, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans les LAEP. Nous, on travaille beaucoup avec les LAEP parce qu'on n'est pas sur ce versant-là. Donc, du coup, on oriente les familles quand elles poussent la porte et qu'elles veulent venir plus se socialiser, voilà,
voilà, jouer avec leur enfant et puis avec d'autres familles. Donc on oriente plutôt sur les LAEP qui sont beaucoup plus spécialisés sur cet accueil. En ce qui nous concerne, on est vraiment sur les relations familiales et sur les préoccupations autour des enjeux familiaux. On est vraiment dans la prévention de la santé mentale. Pour la famille uniquement. Alors s'il n'y a pas de dernière question dans la salle, il y a Sandra Abreu de Bordeaux, de l'île aux Minots, que l'on salue. Pour finir, elle dit, mais et si l'urgence était devenue une manière d'éviter le face-à-face avec soi-même? C'est un thème pour une prochaine conférence? Oui. Oui, mais elle n'a pas complètement tort hein, sur la fuite, mais pas qu'avec soi-même. Hein, en effet, qu'est-ce que l'on cherche à escamoter dans la rencontre avec soi-même et avec les autres? C'est une vraie question. Mais bon, elle demanderait un peu quand même qu'on déroule un peu tout ça. Oui, et pour la dernière intervention de Christine qui, suite à la mention des LAEP, dit il y a aussi les REAP. Et est-ce qu'elle pose la question des lieux des pâtes au beurre sont valables toute l'année, notamment cet été? Au Grand Bornand, venez nous voir au Grand Bornand. On pose notre tente au Grand Bornand au mois d'août. Tout à fait. Et puis, juste les REAP, ce n'est pas des lieux d'accueil, hein, les REAP, attention, hein, il y a une petite confusion là. Hein, c'est-à-dire que, en fait, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des soutiens financiers mis en place par la CAF qui sont soit, en effet, qui concernent, on va dire, le REAP, hein, on le dirait comme ça, Béatrice, ou alors les LAEP, c'est-à-dire pour les lieux d'accueil 0-6 ans, alors que le REAP, c'est beaucoup plus large. C'est des actions, les REAP, c'est pour financer, c'est un dispositif de financement. De financement. C'est pas des lieux d'accueil, c'est un dispositif de financement. Les REAP, ce sont des dispositifs de financement, d'ailleurs, qui viennent de changer de nom au passage parce que ça occupe. Et ça finance en fait différents types d'actions, majoritairement collectifs, mais aussi un petit peu individuelles pour accompagner. Ils expérimentent l'individuel. Ah, d'accord. Mais voilà, pour accueillir les parents, et ça va être porté par différentes associations. Mais attention, effectivement, si vous cherchez REAP sur Internet, vous n'allez pas trouver des lieux d'accueil. Ce sont des dispositifs associatifs qui sont très variés d'une association à l'autre. Voilà. Eh bien, merci tout le monde, merci d'être venu parce que ça me permet de ne pas être toute seule ici à Paris. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris le temps d'être avec nous. Allez sur notre site donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous rencontrer autrement, prendre rendez-vous et bien sûr télécharger les différentes ressources qui sont mises à votre disposition. Et puis on vous tiendra au courant de l'avancée de nos travaux dans notre mesure d'impact et dans notre volonté de mettre en place un observatoire de la parentalité. Donc on vous tient au courant.